Ce matin, sur le plateau de LCI, Jordan Bardella, regardez loin, encourager au sursaut pour surmonter nos faiblesses industrielles. C'était l'objectif du discours de Emmanuel Macron hier à l'Élysée pour présenter le plan France 2030. 30 milliards pour innover. Ils sont bienvenus. 6 mois des élections, effectivement, c'est toujours bienvenu quand vous êtes candidat que de proposer aux Français 7 milliards d'euros lors de votre premier déplacement à Marseille, puis là 30 milliards d'euros à quelques mois des élections. Donc Emmanuel Macron, il est en campagne. Moi, le sentiment que j'ai, si vous voulez, c'est qu'il découvre un peu les problèmes des Français, les problèmes du pays, en pleine campagne présidentielle, à quelques mois de la campagne présidentielle. C'est quand même un peu osé de sa part d'évoquer la réindustrialisation. Quand on vient d'achever ce quinquennat où nous avons manqué de tout durant cette crise notamment, cette crise sanitaire, on a manqué de masques. Souvenez-vous, on a expliqué à l'époque, le gouvernement nous a expliqué qu'il fallait produire des masques en France. Bon, bilan 1 an et demi après, 90% de nos masques viennent d'Asie. Et moi je lisais le témoignage d'une entreprise française, d'une TPE-PME française qui s'est lancée dans des fabrications de masques depuis 1 an et qui dit nous sommes obligés de mettre la clé sous la porte, nous sommes dans le rouge parce que l'État ne nous a pas soutenus. Et puis il y a eu, souvenez-vous, il y a eu Valneva. Les faiblesses industrielles dont vous parlez et dont il parlait, nantaise, il en est responsable ou pas? Cette start-up nantaise, souvenez-vous, bien sûr qu'il en est responsable, qui avait mis sur pied un vaccin et qui déplorait que le gouvernement n'ait pas souhaité investir dans cette start-up nantaise pour, je dirais, nous garantir aussi une souveraineté sanitaire. C'est les Britanniques qui ont investi dans Valneva. Donc, le bilan d'Emmanuel Macron en matière industrielle, il est cataclysmique, je dirais, et nous avons 17 000 emplois en moins dans l'industrie sous son quinquennat. Donc, il a dit « Je suis en train de vous parler d'un rêve faisable ». Il se projette, oui, mais les candidats, bien sûr. Bon, c'est ce qu'il a dit en fin de discours, un rêve faisable. Il veut manifestement incarner une forme d'optimisme. Vous préférez le pessimisme? Non, mais je n'ai pas à préférer le pessimisme ou l'optimisme. Moi, je regarde le bilan d'Emmanuel Macron. Ça fait 5 ans qu'il est à la tête de l'État. Et je regarde qu'il a fait 500 milliards d'euros de dette. Je regarde qu'il a été le président qui a opposé les Français comme jamais ils n'ont été opposés. Souvenez-vous de ce mouvement des Gilets jaunes où des Français sont descendus dans les rues parce qu'ils n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. Ils sont descendus dans les rues pour dire le prix à la pompe est trop cher, nous n'arrivons plus à faire face. Or, on s'aperçoit en cette rentrée que les prix des carburants n'ont jamais été aussi élevés. On va en parler, c'est un sujet. Marine Le Pen d'ailleurs en parle ce matin dans une tribune dans le Figaro. Mais les chiffres de l'économie, vous les avez vus comme moi. 6,2, une prévision de croissance qui est revue à la hausse, un chiffre du chômage qui descend à 7,6. Les chiffres de l'emploi n'ont jamais été aussi bons depuis 2008. Non, pas depuis avant la crise, depuis 2008. Catégorie A, il faut le rappeler, toute catégorie confondue, le résultat est différent. On parlait de l'industrie, sur l'industrie, c'est 17 000 emplois perdus entre 2017 et aujourd'hui. Donc, est-ce que la reprise est à mettre au crédit d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il a fait pendant la crise et en sortie de crise ce qu'il fallait pour qu'on ait un moteur économique qui reprenne? Les entreprises, elles ont été aidées. Alors nous, on avait demandé que des fonds propres soient mis sur la table dès le début de cette crise. On a souhaité passer par le prêt garanti par l'État. Il y a eu des bonnes mesures qui ont été mises en place. Mais le revers va être difficile. La question, c'est est-ce qu'on continue dans ce modèle économique qui est basé sur le libre-échange, qui est basé sur l'ouverture totale de nos frontières, ou on se tourne vers le patriotisme économique? Notez que pendant cette crise, tout le monde nous a parlé de patriotisme économique. Pardon, vous avez raison, c'est un autre sujet où on est dans une autre dimension. Là, je vous parle des mesures franco-françaises qui ont été mises sur la table, et vous dites qu'on a passé la crise plutôt bien. Les entreprises françaises ont été aidées. Mais est-ce qu'on recommence les erreurs du passé? Moi, j'ai entendu le président de la République nous parler de réindustrialisation. Comment peut-il dire cela alors même que nous avons tout raté durant cette crise? Le traitement, il y avait Xenotera, une start-up également nantaise qui avait proposé un traitement expérimental. Elle n'a pas été soutenue par le gouvernement. Une situation où est-ce qu'il a Non, il assume des choix. Emmanuel Macron est un liquidateur. Il est un liquidateur. Il fait partie de ces prédateurs d'en haut qui ont bradé le tissu industriel français à des intérêts étrangers. Et je vous ramène aux déclarations de vos confrères d'Avet et l'Homme, qui vont sortir un bouquin et dont ils ont déjà pu faire le commentaire que, alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'économie sous le précédent quinquennat, parce que ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir en réalité, Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu autant de fusions-acquisitions.
Et parmi des grandes entreprises qui ont pu être cédées, eh bien, certains de ces grands patrons ont été les plus grands donateurs de la campagne présidentielle. Donc je pense que ce bouquin va nous faire des révélations extrêmement intéressantes. On peut parler d'Alstom. Mais vous, voilà. Donnez-nous un exemple mais on peut parler de la façon dont Emmanuel Macron aurait vendu nos intérêts à l'étranger. Mais il l'a fait avec Alstom, Madame Martichoux. Il l'a fait en vendant le génie industriel français aux intérêts américains de General Electric, en vendant la branche énergie d'Alstom, c'est-à-dire en remettant notre souveraineté industrielle entre les mains d'États étrangers. Il y a eu la TECOER, il y a eu Technip, il y a eu Alcatel-Lucent. Donc Emmanuel Macron, il fait plaisir à ses amis. Voilà, il fait plaisir à ses amis, mais il ne défend pas les intérêts français, il ne défend pas l'intérêt national. Et quand je l'entends venir, à 6 mois des élections, parler de réindustrialisation et de souveraineté, comme il l'a fait pendant cette crise, c'est-à-dire le discours que nous tenons depuis 10 ans, je me dis que probablement les idées que nous avons mises sur la table il y a 10 ans sont aujourd'hui partagées par une majorité de Français. Il s'inspire de Marine Le Pen ? Je dirais qu'à 6 mois des élections, beaucoup de responsables politiques s'inspirent du discours de Marine Le Pen. Y compris lui. Y compris lui lorsqu'il nous parle de souveraineté, y compris lui lorsqu'il nous parle de réindustrialisation. Quand nous mettions ces sujets sur la table en défendant le patriotisme économique il y a quelques années, tout le monde disait que c'était impossible. On voulait mettre des murs, on voulait mettre des barbelés. Alors, donc il faut soutenir nos TPE-PME, il faut faire le patriotisme économique et on a proposé notamment d'exonérer d'impôts sur les sociétés tout jeune entrepreneur de moins de 30 ans. Parce que la vérité aujourd'hui, c'est que les jeunes qui veulent monter une entreprise, pour beaucoup, manquent de capital d'amorçage. Et pour beaucoup de nos diplômés, je vous rappelle qu'un tiers des chercheurs, un tiers des doctorants quittent notre pays parce que la France n'offre plus le cadre intérieur pour créer de l'activité. Marine Le Pen publie une tribune ce matin dans le Figaro pour mettre fin, je cite, aux raquettes fiscales sur l'énergie. Vous proposez de baisser les taxes. Oui. C'est ce qu'elle suggère. Nous proposons de mettre fin à cette double injustice. Il y a un Français sur 4 qui dit aujourd'hui ne plus avoir les moyens de payer ses factures de gaz, de payer ses factures d'électricité. Et moi, je n'accepte pas l'idée. Il y a des hausses de prix sur le marché mondial. Je n'accepte pas l'idée que dans notre pays, il y ait des Français qui, tous les ans, soient contraints de mettre des pulls chez eux parce qu'ils n'ont plus les moyens de se chauffer. Mais je vais vous répondre. Mais je pense que le constat, il est extrêmement important. Et il y a de plus en plus de Français qui ont du mal à se chauffer, qui ont du mal à mettre du carburant dans leur véhicule. Et je le disais tout à l'heure, les prix des carburants n'ont jamais été aussi hauts depuis notamment la crise des Gilets jaunes. Il y a une double injustice. La première injustice, c'est que lorsque vous mettez par exemple un plein d'essence, il y a sur un plein en moyenne de 60 €, il y a 36 € de taxes. Et la deuxième injustice, et c'est vrai sur toutes les énergies, c'est qu'il y a des taxes sur les taxes. Sur l'essence, je le disais, vous avez une taxe sur l'énergie qui s'appelle la TICPE, et par-dessus, on paye de la TVA. Donc rendez-vous compte, on paye des taxes sur les taxes. Donc nous proposons de pouvoir baisser tout de suite, dès demain matin, les prix de l'énergie, d'abaisser la TVA qui est à 20% sur les produits énergétiques à 5,5% et de déclarer l'ensemble de ces produits énergétiques qui sont essentiels à nos concitoyens comme des produits de première nécessité. Alors vous n'êtes pas les seuls d'ailleurs à faire cette proposition. Je m'en réjouis. Il y a d'autres candidats présidentiels. Vous n'avez pas toujours le monopole de ce type de proposition. Le gouvernement, il a augmenté le chèque énergie de 100 €. Il a bloqué les hausses à venir sur le gaz et l'électricité et il n'est pas responsable de la TVA sur la TVA. C'est pas lui qui a mis en place. Madame, lorsque sur 60 € de plein d'essence, vous avez 36 € de taxes, il y a là un moyen immédiat de baisser les prix des carburants. Et la mesure que nous défendons, et la mesure que Marine Le Pen mettra en œuvre, il faut leur demander, la mesure que Marine Le Pen mettra en œuvre permettra sur un plein, par exemple, de 40 litres, de gagner 8 €. Et notre projet, c'est de rendre aux Français leur pays et leur argent. Et leur argent, nous souhaitons rendre aux Français 200 € de pouvoir d'achat mensuel. Et ça passera notamment, parmi toute une série de mesures, par cette diminution claire, nette, précise de la TVA, parce que, encore une fois, nos concitoyens ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois, et je note que ce sujet n'intéresse pas les autres candidats à l'élection présidentielle. Tout le monde parle des problèmes de l'énergie aujourd'hui, et des carburants, et des prix, et du pouvoir d'achat. C'est un sujet de la présidentielle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de taxes sur les carburants, il y a plus de 50% Bien sûr, de taxes. 60%. Donc vous dites, vous les supprimez toutes ? En tout cas, la TVA, vous la baissez de 20 à 50%. Oui, puis il y a d'autres taxes. C'est un manque à gagner pour les caisses de l'État, vous avez calculé. Nous rendrons 12 milliards € de pouvoir d'achat aux Français.
Voilà. Mais par dans cette toutes les seule mesure. économies, non, toutes les mesures que nous allons faire, celles-ci, mais incluant aussi par exemple sur l'électricité. L'électricité, vous avez ce qu'on appelle la CSPE, c'est-à-dire la taxe sur l'énergie, c'est 50% du prix de la facture. Nous proposons également de la Une petite diminuer. question. Est-ce que Et c'est une mesure sociale de baisser petites la TVA? mesures, Est-ce que c'est toutes une les mesure mesures sociale de que nous baisser la souhaitons TVA? prendre permettront de rendre 200 euros français. Mais bien sûr que c'est une mesure sociale. Il y a par exemple, Quand vous baissez la TVA, pardon, vous le savez aussi bien que moi, vous baissez la TVA par définition pour tout le monde. Donc tout le monde en profite. Qu'on soit très aisé ou qu'on le soit peu. Ce n'est pas ce qu'on appelle une mesure ciblée. Par exemple, le chèque énergie, c'est une mesure ciblée qui profite aux non mais Français. le gouvernement, si vous voulez, Là, quand on donne une mesure de la main TVA, droite, vous arrosez tout le monde. on en reprend de la... juste. Ah, c'est juste parce qu'elle concerne tout le monde. C'est juste parce qu'elle Oui, mais concerne tout le monde. est-ce que aider les plus aisés à payer un carburant qui augmente à cause des prix du marché mondial, est-ce que c'est juste? Mais Madame Je pose la Martichoux, je question. ne sais pas Est-ce si que c'est de la vous vous rendez justice sociale? compte qu'il y a des millions de gens dans notre pays qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Oui, C'est-à-dire qu'eux, contrairement à ce que pense Europe Écologie Les Verts, ils ne vont pas travailler en trottinette ou en métro. Donc, il y a des millions de gens qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Est-ce que c'est juste mais bien sûr que c'est juste. Mais bien sûr que c'est juste d'aider. Mais ça aidera en grande partie les Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Il y a 9 millions de Français qui se chauffent au gaz. Il y a des millions de gens qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Et tous ces Français-là, nous les aiderons. Il faut entendre le message qui a été exprimé par les Français lors des manifestations sociales des Gilets jaunes. Et je note que leurs revendications, elles ont été balayées bien trop vite. Il y avait d'autres revendications, y compris sur le référendum d'initiative citoyenne, sur la proportionnelle aux élections, que nous mettrons en œuvre si nous arrivons à la tête de l'État. Encore une fois, notre projet, c'est de rendre aux Français leur pays et leur argent. Et ça, c'est un des arguments, donc un des thèmes de Marine Le Pen, rendre 200 euros aux Français Tout à fait. par ce type de mesures. La droite va avoir un candidat le 4 décembre. Ça va vous compliquer la vie? La droite LR va désigner son candidat le 4 décembre. Non, mais ça ne va pas me compliquer la vie parce que vous, le RN. je vous annonce d'ores et déjà que le discours des Républicains pendant cette campagne va être le même que le nôtre. Voilà, donc ils vont venir nous dire il faut arrêter l'immigration. Ça va être toujours. C'est Monsieur Plus. Ça va être plus que plus. Ah bah, 6 mois des élections, il y a beaucoup de copieurs quand même. On peut quand même tout nous reprocher, mais on a peut-être été les premiers à évoquer les conséquences de la politique migratoire il y a maintenant 49 ans quand a été créé le Front National dans notre pays, et ils vont venir effectivement se plaindre du fonctionnement actuel de l'Union européenne, nous expliquer qu'il y a trop d'impôts. Le seul problème, si vous voulez, c'est que tous ces gens, ils ont un bilan, ils ont été au pouvoir. Xavier Bertrand, par exemple. Monsieur Bertrand, Madame Pécresse ou Monsieur Barnier, ils ont été ministres d'un gouvernement de droite qui, entre 2007 et 2012, par exemple, a laissé rentrer 1 million d'étrangers supplémentaires sur notre territoire. A par exemple supprimé la double peine qui nous empêche, vous le savez, d'expulser les délinquants et criminels étrangers. Vous dites qu'ils entrent, vous ne dites pas ceux qui 250 000 titres de séjour légaux je précise annuels parce que ce chiffre sans de millions, les clandestins. Il faut être précis. Sans les clandestins. 1 million, mais ça n'est pas le solde net. C'est juste pour Non, être mais vous honnête, avez parfaitement raison. Voilà, okay. Mais vous ferez croire à personne que le nombre d'entrées est en tout cas déficitaire et qu'il y a probablement plus de sorties que d'entrées dans notre pays. Les Français voient bien qu'il y a une submersion migratoire au quotidien qui s'organise et qui change le visage de leur territoire. Et ces gens qui se présentent comme la nouveauté et qui se présentent à la tête des Républicains ont une responsabilité très lourde là-dedans. Qui est-ce la nouveauté? Ils se présentent, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, etc. Ils se présentent comme des hommes et des femmes neufs. Ah bah, écoutez, parce qu'il y en a un qui est neuf, qui s'appelle Zemmour. Vous n'êtes pas un peu pris en tenaille entre Zemmour et LR? Non, mais attendez, je vais vous répondre si vous me permettez. Quand j'entends Valérie Pécresse se plaindre de la sécurité, de l'insécurité qui monte et des violences dans notre pays, il faut peut-être lui rappeler, mais probablement vous le ferez lors de ces interviews, qu'elle a supprimé comme ministre du Budget 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Remarquez qu'on le rappelle. Donc, mais vous faites bien de le rappeler parce que ces gens-là, encore une fois, ils ont un bilan. Et je pense pour vous, ah bah écoutez, on est ravis de le savoir, mais erreur qui a des conséquences puisqu'il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes qui est commise dans notre pays. Juste un petit mot encore de politique, puis on va parler de sécurité. Mais vous êtes soulagé, non? Non, je dis ça parce qu'Éric Zemmour freine un peu là sur ses passages médiatiques en ce moment, donc ça vous redonne un peu d'oxygène quand même à vous. Non mais écoutez, il y a eu un lien normalement médiatique et incontestable. Maintenant, on est à 6 mois, un peu moins de 200 jours de l'élection présidentielle. Vous savez, l'élection est très loin. On a des points d'accord incontestables avec Éric. Nous partageons cet amour de la France. Voilà, nous partageons cet amour de la France et je crois que c'est là l'essentiel. Maintenant, on a notamment des divergences et je pense que le discours qui est le nôtre est peut-être plus rassembleur et plus rassurant que celui d'Éric Zemmour. Il semble qu'il y ait des soutiens d'Éric Zemmour qui rêvent que vous les rejoigniez. Il paraît qu'ils vous ils ont le droit, draguent, mais ils ont le droit de rêver. Non, ils ne me draguent pas. Ils ont le droit de rêver.
Ils ont le droit de rêver. Je suis Pourquoi aujourd'hui à la Un tête rêve du faisable, Rassemblement comme disait national. Emmanuel Macron. Et je vous rassure là-dessus, le Rassemblement national que je préside aujourd'hui soutiendra la candidature de Marine Le Pen et je mettrai toute mon énergie Mais vous qui pour partagez que des Marine idées soit élue présidente de la République. avec Éric Zemmour, dont vous venez de le dire, puis vous ne pouvez pas vous renier parce que vous l'aviez dit à plusieurs reprises que vous trouviez qu'il avait des idées intéressantes. Oui, mais je le mais pense, bien sûr. Quelle tête de pont vous pourriez construire avec lui politiquement, maintenant qu'il est quasi candidat? Écoutez, vous savez, on dit souvent qu'une élection présidentielle, au premier tour, on rassemble son camp et au deuxième tour, on élimine. C'est la raison pour laquelle je pense que notre programme, qui a peut-être une forme de... Il y a parfois chez Éric Zemmour, dans son discours, une forme de brutalité qui n'est pas nécessaire parce que sur l'immigration, nous avons porté ce sujet dans une période où nous étions minoritaires à le faire. Bon, aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'il y a un problème avec l'immigration, puisque 80% des Français et 80% de la classe politique pensent qu'il y a un problème avec l'immigration dans notre pays. Donc c'est une grande victoire idéologique pour nous. Enfin, il n'empêche que vous l'aviez un peu gommé de votre Moi, discours et que vous êtes obligé d'y revenir avec force. Hein, sur liberté, liberté mais chérie. c'est un peu culotté, ça. Non, mais liberté, vous nous avez liberté, reproché chérie. pendant 40 ans de ne parler que d'immigration. Quand on essaie d'apporter des mesures aujourd'hui. Mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner, merci de me permettre de le dire. Aujourd'hui, notre projet, il vise à apporter des réponses, pas seulement à la question de l'immigration, mais aussi à la question des fins de mois difficiles, à la question de la violence qui monte dans notre pays, à la question de l'absence de l'autorité à l'école, à l'écologie, à l'énergie, à l'ensemble de ces grands sujets. Je dis qu'il y a des polémiques qui ne sont pas utiles. Je pense, encore une fois, que notre discours est peut-être plus rassurant. Vous savez ce qu'on propose, Madame Artichaut, du coup plus fade aux yeux de certains électeurs. Mais est-ce que vous français pensez que c'est fade que de vouloir stopper l'immigration dans notre pays? Est-ce que vous pensez que c'est fade que de vouloir expulser les délinquants et criminels étrangers? Est-ce que vous pensez que c'est fade que de vouloir couper les aides sociales aux étrangers? Est-ce que vous pensez que c'est fade que de vouloir instaurer, Marine en a parlé il y a quelques jours, la priorité nationale, c'est-à-dire la priorité donnée dans l'emploi et dans le logement, et notamment le logement social, aux Français par rapport aux citoyens étrangers? Vous croyez sincèrement que cela est fade? Ou alors, si vous me dites cela, c'est que nous avons probablement beaucoup de points d'accord. D'accord, mais je vous repose la question tout à l'heure. Quel pont pourriez-vous construire entre vous et Zemmour dans cette campagne présidentielle, alors que vous dites que vous êtes souvent sur les mêmes textes, vous partagez ces idées? Si Éric Zemmour décide de se présenter à l'élection présidentielle, il n'est pas encore candidat, mais je pense que ça ne saurait tarder, c'est parce qu'il estime avoir des divergences avec nous. Bon. Il l'a dit, il ne croit pas que Marine Le Pen puisse gagner. C'est déjà une énorme divergence. Mais moi, je ne crois pas qu'Éric Zemmour peut gagner parce que je pense que les Français choisissent toujours en dernière instance le candidat qui est le plus rassembleur et le candidat qui est le plus rassurant. Et je pense que de ce point de vue-là, nous avons fait beaucoup d'efforts pour faire cet effort de crédibilité, pour rassembler des gens qui viennent des Républicains. Et donc, si les Thierry Mariani, Jean-Paul Garot, et d'innombrables cadres des Républicains qui viennent travailler avec nous. Mais bien sûr qu'on finira par se retrouver. C'est sûr. Mais tous les amoureux de la France finiront par se retrouver. Parce que cette élection présidentielle, c'est un enjeu de civilisation. Et je n'aurais moi jamais d'adversaire. Je n'aurais jamais d'adversaire. Mais c'est son choix. Et s'il préfère passer plus de temps à critiquer Marine Le Pen et à taper sur Marine Le Pen qu'à taper sur Emmanuel Macron, c'est son choix. Moi, je ne fais pas ce choix-là. Parce que pendant que nous faisons cela, pendant que nous passons une grande partie des émissions de télé à répondre, à discuter par médias interposés avec Éric Zemmour, il y en a un qui se frotte les mains, c'est Emmanuel Macron. Notre adversaire dans cette élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron. Et je pense que sa réélection entraînerait un nouveau quinquennat de désordre, de casse sociale, de saignée fiscale et de violence, y compris dans les rues du pays. On vous interroge, c'est vrai, parce que c'est un phénomène quand même qui a fait irruption dans la campagne et qui, dans les sondages, à date, comme on dit, à ce stade, quand même connaît un succès tout à fait phénoménal. Pas nous qui construisons les sondages, pardon. Non, mais c'est extrêmement intéressant, mais moi je veux juste dire, pour vous répondre là-dessus, je veux juste dire qu'on est à 6 mois d'une élection. Et moi, j'appelle les Français à ne pas se laisser dicter l'agenda de cette campagne et le scénario de cette campagne. Quand les sondages sont bons, Jordan Bardella, la ficelle est un peu grosse. Vous ne dites pas ça. Vous ne dites pas non. Là, vous dites tout d'un coup, les sondages sont pas bons. Je ne dis pas ça. Attention. Non, mais reconnaissez que la nouvelle méthode des sondages qui est utilisée depuis maintenant un mois et qui vise à ne prendre en compte que les certitudes de vote, c'est-à-dire qu'à baser
l'élection présidentielle, dont on sait qu'elle est l'élection qui génère le plus de participation, sur des participations de 50 à 55%, franchement, tous vos confrères en dehors des plateaux de télévision nous disent que ces méthodes sont quand même des méthodes un peu particulières. Le système travaille pour Zemmour. Oui, non, je ne dis pas cela. Non, je ne dis pas cela, mais je dis que vous avez beaucoup d'influence dans l'opinion et que c'est vous qui fabriquez une partie de l'opinion. Ça, c'est faux. Et je vous flatte là, en vous donnant peut-être plus d'attributs que vous ne pensez en avoir. On l'a vu. Mais je veux juste vous dire, Madame Martichoux, pour finir là-dessus, ça fait un mois que sur toutes les émissions de télé, je ne vous en fais pas le reproche personnellement, mais on est amené à passer la totalité de notre temps de parole à commenter des sondages. Il y a 3 sondages par jour qui sortent et qui disent tout et le contraire de tout. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'on va passer toute la campagne présidentielle à commenter les sondages? Vous ne pensez pas que les Français, ils attendent des réponses plutôt? Des réponses sur la sécurité, des réponses sur l'immigration, des réponses sur leur fin de mois. Et on a beaucoup de choses à leur proposer. Une dernière chose, Marine Le Pen le trouve ambigu. Il faudrait qu'il se déclare candidat. Vous le trouvez ambigu aussi, vous? Non, mais Éric a dit je déclarerai ma candidature quand ce sera mon intérêt. Mais on n'est pas là pour agir en fonction de son intérêt. On parle d'une élection présidentielle. On parle d'une élection où on va décider de l'avenir de notre pays. Et c'est peut-être l'une des élections les plus importantes. C'est un choix de civilisation. Est-ce que la France reste elle-même dans ce 21e siècle? Est-ce qu'on continue de laisser nos quartiers changer de visage, nos villes changer de visage? Il y a des tags anti-flics, Jordan Bardella, on arrive à la fin de cette émission, qui ont été découverts sur un mur d'immeuble avec des prénoms et des noms, donc des informations assez personnelles, en tout cas des noms et des prénoms, qui permettraient d'identifier des agents de police. Plusieurs vont porter plainte. Bon. Il faut laisser la justice identifier les auteurs et il faut surtout, madame, faire un tour de vis en matière pénale. Le plus grand échec d'Emmanuel Macron est probablement d'avoir échoué à protéger les Français et surtout à protéger ceux qui nous protègent. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable, un travail admirable, mais dans des conditions qui sont déplorables. Ah oui, déplorables. Là, vous avez eu un lapsus. Dans des conditions qui sont déplorables. Souvenez-vous de cette affaire de Viry-Châtillon dont on a beaucoup parlé dans la presse, où des policiers ont été enfermés dans leur voiture, à qui on a jeté des cocktails Molotov. Des policiers ont été traînés par terre. Qu'est-ce qu'on fait? Et d'abord, il faut soutenir la police. Il faut instaurer la présomption de légitime défense. Et il faut surtout faire ce tournant en matière pénale, parce que quand les policiers font leur travail, ils ne sont pas soutenus d'abord par la hiérarchie. Souvenez-vous que nous sommes dans un pays où le président de la République a dénoncé des violences policières comme si c'était un fait de droit commun. Je veux pas, on n'a plus le temps. À Brut, il l'a fait à Brut. Il a dit, je veux bien parler de violences policières, mais je le déconstruis. Mais déconstruire quoi? Déconstruire quoi? C'est le discours de l'extrême gauche, c'est le discours de l'ultra gauche. Il reprend le discours des Traoré, un gouvernement dont un ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous dites qu'Emmanuel Macron a le discours des Traoré? Il a le discours de l'extrême gauche sur la police. Lorsque son ministre de l'Intérieur, M. Castaner, dit qu'il est prêt à mettre un genou à terre aux côtés des Traoré, quand on parle de 3 millions d'interpellations chaque année, et qu'il y a 0,3% de signalement à l'IGPN, on ne peut pas parler de violences policières. Les seules violences que je connaisse dans notre pays sont celles qui s'exercent tous les jours contre nos forces de l'ordre. Elles en font partie et nos policiers auront toujours notre soutien et nous prendrons toujours le parti de la police. Merci Jean-Denis Bardella d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Dans un instant, le temps avec